Donc, la commission plénière poursuit ses travaux de l'étude des crédits provisoires de l'année 2025-2026. Au cours de la prochaine heure, nous allons procéder aux échanges entre M. le ministre responsable des services sociaux et les députés de l'opposition. Donc, j'ai été informée que seulement M. le ministre prendrait ses remarques préliminaires. Donc, je vais immédiatement céder la parole à M. le ministre en vous rappelant que vous avez 6 minutes maximum pour faire vos remarques préliminaires. À vous la parole, M. le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues membres de la Commission, pour me livrer à cet exercice, aujourd'hui, je suis accompagné des équipes du ministère, de mon cabinet, et je tiens à les remercier d'entrée de jeu pour leur excellent travail. Également accompagné par mes collègues députés qui, tous les jours, m'inspirent dans mon travail. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'aborder plusieurs dossiers avec vous sur lesquels mes équipes et moi avons travaillé très fort au cours des dernières années. Certains, j'aimerais en discuter tout de suite. Puis le thème de ma présentation sera, comme dit la phrase latine, « esse quam videri », être plutôt que paraître. Au cours des dernières années, nous avons fait des changements dans la culture de la façon dont sont déployés les services sociaux au Québec. Ça, c'est important de le réaliser. Plus de prévention, plus d'intervention précoce et le retour de nos services sociaux dans la communauté. Tout d'abord, la protection de la jeunesse, un dossier qui m'interpelle au plus haut point et qui est au centre de mes priorités comme ministre. Un travail important a été réalisé dans les dernières années, notamment suite à la foulée du rapport de la Commission Laurent. Il faut changer les façons de faire et ce, de façon durable. Depuis le mois d'octobre dernier, la nomination de Mme Leslie Hill à titre de nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse a été annoncée et son travail est déjà bien entamé. Elle est très présente sur le terrain et je l'en remercie. Ses priorités actuelles sont le chantier majeur sur la révision des services en réadaptation pour les jeunes hébergés en centre jeunesse. La consultation des jeunes et des parents pour améliorer la protection de la jeunesse est en cours et la transformation des pratiques pour améliorer la prévention et pour réduire le recours au placement est également en cours. Elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des directions de la protection de la jeunesse et avec Santé Québec, notamment en soutenant le partage de bonnes pratiques afin de s'assurer que les enfants et les jeunes les plus vulnérables de notre société soient en sécurité et pour restaurer la confiance de la population dans la protection de la jeunesse. Chaque enfant, chaque jeune mérite d'évoluer dans un environnement sécuritaire, bienveillant et stable pour son développement. Aucun effort ne sera ménagé pour y parvenir. On déploie aussi beaucoup d'efforts pour mieux accompagner les jeunes qui sortent des centres jeunesse. Par exemple, Agir en amont de l'organisme Le Tournant, dont on a souligné l'inauguration il y a quelques semaines, fait exactement ce travail. Comme l'évoque le nom de ce programme, c'est en amont qu'on doit intervenir pour préparer ces jeunes hommes et femmes à cette étape cruciale de leur vie. En leur permettant d'avoir un lieu de vie stable, on réduit de beaucoup les risques qu'ils vivent un épisode d'itinérance au cours des prochaines années. Et aussi, on commence à récolter les fruits du rehaussement des services jeunesse que l'on fait depuis 6 ans en amont de la protection de la jeunesse. On offre plus de services aux jeunes et ça a un impact direct sur l'amélioration des services en protection de la jeunesse avec une réduction de la demande et une diminution de nos listes d'attente. Et ça aussi, il faut continuer notre travail. Le deuxième dossier que je suis sûr dont on va aborder aujourd'hui, c'est celui de l'itinérance, une grande préoccupation pour nous tous. La demande de services est en forte hausse et ce, partout au Québec. Plusieurs efforts ont été déployés par notre gouvernement dans les dernières années pour lutter contre l'itinérance et offrir un soutien concret aux personnes vulnérables. Je le répète, en 2021, le gouvernement a lancé le plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, S'allier devant l'itinérance, qui est un document complet qui s'accompagnait alors d'investissements de 280 millions de dollars sur 5 ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements complémentaires ont été ajoutés pour faire face à cette crise. Maintenant, on parle de plus de 420 millions. Et si on regarde jusqu'en 2029-2030, avec les budgets actuels, c'est 726 millions de dollars qu'on aurait investis pour l'itinérance. Par ailleurs, j'ai aussi annoncé il y a quelques jours, conjointement avec le gouvernement fédéral, un financement de 50 millions, dont 24 sont allés à la région de Montréal, afin de soutenir des initiatives concernant l'itinérance pour sortir les gens des campements et des refuges. 205 projets ont été sélectionnés à travers 11 régions socio-sanitaires du Québec
On est très encouragés par la liste des projets qui ont été retenus. Nous allons continuer à en faire plus pour l'itinérance, mais la clé, je le répète, c'est plus de logements avec accompagnement si on veut s'en sortir. Et ma collègue ministre de l'Habitation et moi, nous travaillons dans ce sens. La situation de l'itinérance est complexe et appelle à des actions concrètes à tous les niveaux. J'espère que j'aurai l'occasion de vous parler du programme PRISM, auquel je tiens beaucoup et qui sort les gens avec des problèmes de santé mentale de l'itinérance. Nous allons aussi parler du rehaussement des programmes de soutien aux organismes communautaires que l'on continue depuis les dernières années, depuis qu'on est là de façon constante et qui arrive à un point quand même, des sommets historiques dans le financement de nos organismes communautaires. En terminant, l'accès aux services en santé mentale est évidemment une priorité qui a beaucoup occupé nos équipes au cours des dernières années. On agit pour le mieux-être collectif et les résultats sont au rendez-vous. J'aurai la chance de vous le démontrer aujourd'hui. Le nombre de personnes en attente d'un service de première ligne a diminué de façon importante, tant chez les enfants que chez les jeunes. C'est en raison de ces efforts qu'on fait au niveau des services de proximité et en intervenant plus précocement dans le parcours de ces individus, avec des programmes comme Air ouverte ou d'autres programmes que l'on a déployés à travers le réseau. C'est donc un aperçu rapide des différentes priorités qui témoignent des efforts qui ont été réalisés au cours des dernières années pour le mieux-être des Québécoises et des Québécois. Il me fera maintenant plaisir d'en approfondir avec vous sur ces enjeux et sur d'autres au besoin. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Donc, nous allons poursuivre avec les échanges de Madame la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. Le ministre nous parle de changement de culture dans l'octroi des services sociaux, mais sur le terrain, ce qu'on entend, c'est le visage de l'itinérance qui a tellement changé depuis la pandémie, depuis la crise du logement, et que justement, les mesures mises en place par le ministre des Services sociaux n'a pas évolué dans ce même sens. Alors, le ministre nous dit que sur le 50 millions du fédéral, ça va pouvoir financer 250 projets à travers le Québec, mais je vous rappelle que l'année passée, 126 projets pour 92 millions de dollars ont été déposés juste à Montréal. Donc, on a encore un énorme écart pour répondre à la réalité sur le terrain. Et également que la STM a dû investir 33 millions de dollars de son budget l'année passée pour atténuer justement la présence des personnes itinérantes dans le métro. Et on sait que la STM a annoncé dernièrement qu'ils allaient mettre fin au flânage dans le métro des personnes itinérantes. Je suis curieuse si le ministre a mis des mesures en place justement pour faire face à ces personnes qui vont se retrouver par la suite dans l'espace public. Et comme on le sait, avec l'arrivée du 1er avril et les haltes chaleur qui vont fermer, qu'est-ce que le ministre a mis en place ou qu'est-ce qu'il va mettre en place justement pour atténuer cette réalité-là, surtout dans le contexte de la cohabitation qui devient de plus en plus un enjeu, surtout dans les grands centres? Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis je suis tout à fait d'accord avec la députante de Darcy-McGee que, suite à la pandémie, on a vu une augmentation fulgurante là, du nombre de personnes en situation d'itinérance. Maintenant, on a agi d'abord en augmentant le nombre de refuges. Je pense que c'était la première phase de notre réponse. Maintenant, il faut aller plus loin dans notre réponse. Et nous, on insiste sur le fait que ce qu'il faut améliorer, c'est l'hébergement de ces gens-là. Il y a des gens qui sont dans les refuges depuis la pandémie. Moi, quand je visite des refuges, je vois des gens qui vont travailler puis qui reviennent le soir au refuge le soir, là. C'est une situation aberrante. Et ces gens-là, ils sont prêts à retourner en logement. C'est pour ça que je m'obstine un peu, là, mais j'insiste beaucoup sur l'hébergement pour ces gens-là. Puis je suis heureux de voir que dans les projets qui ont été sélectionnés dans l'appel campement, on a des projets de modulaire. Il était temps qu'on arrive à ça. La région de Gatineau a été précurseur avec leur projet initié par le privé de 100 modulaires. Malheureusement, avec l'hiver, ils n'ont eu le temps qu'en déployer que 40 sur 100, mais déjà, ça a eu un impact significatif dans la région. Mais là, à Montréal, déjà, on parle de 90 projets de modulaires qui se déploient rapidement. Je veux dire, le réseau scolaire le fait année après année, déployer des classes en modulaire. On peut déposer des projets d'hébergement en modulaire qui s'installent rapidement. Et nous, comme on le dit depuis le début, on va être présents pour accompagner ces gens-là. Donc, moi, j'ai rencontré le maire de Mercier cette semaine et je lui ai dit que moi, je pense que la solution, par exemple, pour l'avenue Notre-Dame, c'est d'amener ces gens-là dans un des sites modulaires de la ville de Montréal et s'assurer qu'on libère cet endroit où la cohabitation est très difficile.
Puis ça, on peut le faire à plusieurs endroits. Donc moi, on commence avec 3 projets, mais je suis sûr qu'il va en avoir plus. Longueuil a déposé un projet de mini-maison. On va faire la même chose. Québec, je parle avec le maire de Québec pour des mini-maisons dans la région de Beauport. Et je pense que l'idée doit faire son chemin. Et c'est comme ça qu'on va sortir les gens de l'itinérance de façon rapide, en libérant des places en refuge pour ceux qui sortent des refuges, puis en amenant ceux qui peuvent directement du campement vers les modulaires ou les mini-maisons. Et les 205 projets qui ont été acceptés, dont vous avez mentionné? Déposés en chambre? Oui. La liste. Moi, je pense que c'est public, là, mais OK. on vérifie. Merci. Ça fait plaisir. Justement, dans le cadre des demandes d'accès à l'information, nous avons fait une demande à connaître le nombre de logements transitoires créés au Québec dans les 5 dernières années. Et la réponse qu'on nous a fournie, c'est que nous n'avons aucun document répondant au libellé de votre demande. Donc, vous nous parlez, vous le répétez souvent, les logements transitoires, mais quand on fait des demandes d'accès à l'information, les informations ne sont même pas là. Donc, on a besoin de voir les preuves, disons. Je ne veux pas m'auto-scooper, là, de donner des informations d'avance, mais on travaille sur la fin de l'exercice de l'énumération. L'exercice a été beaucoup critiqué, là, la valeur de l'énumération, mais ce qu'elle nous permet de voir, c'est le nombre de personnes hébergées en situation d'itinérance. Et là, vous allez voir l'augmentation des refuges et des hébergements de transition dans toutes les régions qui ont fait partie de l'exercice. Et on peut s'attendre à voir l'énumération quand? Sous peu. OK. Vous avez mentionné... Mais oui, avant la fin de la session, ça, c'est sûr. Donc, d'ici le mois de juin. Oui, absolument. OK. On a parlé évidemment de la question de la cohabitation, comme on a dit, qui devient un enjeu de plus en plus présent. Est-ce que vous avez des programmes? Est-ce qu'il y a des projets qui ont été développés avec votre ministère justement pour faire face à cet enjeu-là, que ce soit des campagnes de sensibilisation, que ce soit des fonds pour les organismes communautaires, pour qu'ils puissent justement faire des activités, d'aller dans les quartiers, faire de la sensibilisation auprès des gens, parce que moi, dans mon comté, un projet pour la cohabitation qui est arrivé à votre ministère, puis ils se sont fait dire, ben on n'a pas de projet, on n'a pas d'argent pour la cohabitation. Donc, qu'est-ce que vous avez mis de l'avant, ou est-ce que vous avez mis quelque chose de l'avant ici? Oui, quoi? Oui, merci, Madame la Présidente. Le projet qui vient en tête, évidemment, c'est celui avec la SDS pour l'enjeu autour de Benoît Labre, où on a mis en place une équipe qui vient gérer l'environnement autour de centres de consommation supervisés et du refuge et du logement supervisé. Ça, je pense que c'est la base. Mais je pense que le message qui est important de dire aussi, là, puis je pense que les organismes me disent de le partager, c'est que la plupart des projets, là, ça fonctionne, ça se passe bien. En fait, les gens ont été surpris quand on a annoncé qu'il y avait des hébergements de transition sur la rue Avenue du Parc, là, à 10 minutes de chez moi. Les gens sont surpris du nombre de logements de transition qui sont installés partout, parce que la plupart des organismes prennent le temps de bien faire les choses en amont. Moi, j'ai encore peut-être un enjeu avec le site de consommation supervisée puis la cohabitation, qui n'est pas parfaite, là. Mais ça, on va en reparler bientôt. On travaille là-dessus pour améliorer les choses. Et oui, on a des budgets pour les organismes qui nous aident dans ce sens-là. Par exemple, dans le centre-ville de Montréal, est-ce qu'il y a des projets, des organismes avec qui vous avez travaillé? Je répète, quand la STM a mis fin au flânage des personnes itinérantes dans le métro, est-ce que vous avez mis des mesures en place justement pour que ces gens-là qui allaient se retrouver dans l'espace public puissent avoir accès à d'autres ressources justement pour faciliter la cohabitation? Oui, on travaille avec plusieurs unités là, de la Ville de Montréal, soit EMIS, les services de police, certains organismes comme Multicaf, que vous connaissez également, justement pour améliorer cette cohabitation-là. Puis moi-même, je participe à des réunions
pour que les gens se parlent, parce qu'il y a souvent un problème de communication. Puis l'autre programme qui est important aussi de parler ici, c'est justement le programme PRISM, programme de réinsertion itinérance santé mentale, parce que ceux qui causent souvent des problèmes, c'est ceux qui ont des enjeux avec la santé mentale qui inquiètent les voisins. Donc nous, dans la deuxième phase de notre prise en charge de l'itinérance, on a ajouté ce programme-là pour qu'ils puissent aller qu'ils aient des places réservées dans des refuges jour et nuit, donc ils n'ont pas besoin de se présenter à 4 heures pour aller chercher leur place. On leur donne un traitement avec des équipes de santé mentale pour régler leurs conditions et ensuite on les accompagne en logement par la suite. Déjà, le programme a commencé en novembre et on a près de 70 personnes qui ont été mises en logement par les organismes Mission Bon Accueil et Diogène. Et on veut en sortir 200 par année de la rue à Montréal. On veut en sortir une centaine par année à Québec avec l'Aube-Rivière. Et on a des projets qui sont sur la glace pour l'Est de Montréal, pour le Nord de Montréal. Et on travaille également pour développer un genre de prisme toxicomanie, parce que l'autre catégorie de citoyens qui génèrent de l'anxiété ou des problèmes de cohabitation, je vous dirais, sont ceux qui ont des problèmes de toxicomanie, sans nécessairement avoir de comorbidité au niveau de la santé mentale. Donc, c'est sûr qu'on va travailler là-dessus également. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Justement, plus tôt cette année, ou peut-être à la fin de l'année dernière, vous avez fait une annonce que le gouvernement affirmait avoir sorti 1000 personnes de l'itinérance. Donc, nous avons également fait une demande d'accès à l'information à cet égard. Et la réponse que nous avons donnée, c'est que cette déclaration... question feuilleton, désolé. Que cette déclaration repose sur la compilation des données partagées par plusieurs organismes communautaires. Par contre, les organismes communautaires nous disent qu'ils étaient très étonnés d'entendre ce chiffre et que c'était la première fois qu'un tel chiffre était avancé. Nous, selon les informations qu'on a pu recueillir avec nos différents partenaires sur le terrain, il n'y a personne qui arrive proche du chiffre de 1000. Donc, si c'est une compilation que vous avez faite à partir des données qui vous ont été remises par les organismes communautaires, serez-vous prêt justement à déposer cette compilation-là pour qu'on puisse arriver aux 1000 personnes? Oui, on va vous envoyer la donnée, mais je suis encore plus heureux, Madame la Présidente. Finalement, les organismes communautaires nous ont dit que dans leur édition de compte, et je remercie le RCIC pour cette information, dans leur édition de compte, avec les programmes VCS, ils doivent donner le nombre de personnes qui sont mises en logement. Donc, pour l'année 2023-2024, c'est 3144 personnes qui ont été accompagnées en logement par les organismes communautaires. Un travail phénoménal. Puis oui, on va vous donner, on va déposer l'information qui nous a été transmise. Puis on va s'assurer qu'il y ait un suivi plus serré de cette information parce que je l'avais clairement sous-estimé en posant des questions aux organismes de Montréal et de la Rive-Sud. Donc, le travail de nos organismes communautaires qui est en itinérance en région également est à souligner parce qu'eux aussi sortent beaucoup de monde de l'itinérance dans chacune des régions du Québec. Donc, vous vous engagez... Juste un instant, vous avez parlé d'un dépôt de documents. Est-ce que vous allez le déposer maintenant? Alors, par voie électronique, pour déposer le document? On s'engage. Parfait. Donc, il y a consentement pour déposer le document. Merci. Vous pouvez poursuivre. Merci. Si vous pouvez vous engager d'avoir la ventilation régionale des 1000 personnes. C'est ce que j'ai demandé. Oui, c'est ça. Et également, je comprends également que vous vous êtes engagé pour nous remettre les 205 projets qui ont été acceptés dans le cadre de l'argent du fédéral. Et également, que vous engagez que le dénombrement va être publié d'ici la fin de la session parlementaire. Énumération. Énumération plutôt, oui. Désolée. L'année dernière, quand on s'est assis ensemble pour les crédits, je vous avais dit justement qu'on avait fait un exercice de demande d'accès à l'information pour que chaque CIUS nous donne le nombre de personnes qu'ils identifiaient en situation d'itinérance sur leur territoire. Et vous aviez été étonné de savoir que la grande majorité n'avait pas ces chiffres-là. Bien, je reviens à la charge parce qu'on a refait la demande cette année. Et à part un CIUS, ils nous ont tous dit la même chose. Ils nous ont dirigés vers le dénombrement de 2022. On comprend qu'on est en 2025 et que la situation a évolué depuis. Donc, encore une fois, pour toute la question de la planification, si les CIUS eux-mêmes
ne savent pas combien de personnes itinérantes sont sur leur territoire. Ils ne sont pas bien placés pour savoir où investir et quels sont les montants et les besoins, justement, dont ils doivent desservir. Donc, hier, je vous ai posé une question, période de questions, pour la capitale nationale, qui, dans le dernier dénombrement, comptait 927 personnes en situation d'itinérance visible. Et suite à nos demandes d'accès à l'information, on a pu voir qu'il y avait 90 places en hébergement d'urgence. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 231 personnes, 89 places en hébergement et transitoire. En Mauricie, 454 personnes en itinérance visible, 145 places en refuge temporaire et hébergement d'urgence. Gaspésie et de la Madeleine n'ont pas fait partie du dénombrement de 2018, non, de 2022. Je comprends qu'ils vont faire partie de la prochaine, mais quand même, c'est des données qui sont importantes. Pour Chaudière-Appalaches, 293 personnes, 39 lits d'hébergement d'urgence. Lanaudière, 314 personnes en situation d'itinérance visible, 70 hébergements d'urgence. Laurentides, 464 personnes, 19 places d'hébergement d'urgence. Bas-Saint-Laurent, bien, écoute, je ne veux pas continuer, mais tout ça pour dire, vous comprendrez qu'il y a une grande disparité entre le nombre de personnes, et je comprends, il y a des logements transitoires, il y a des hébergements d'urgence, on a tous ces données-là, et ça n'arrive pas proche de représenter le nombre de personnes qui ont été identifiées lors du dernier dénombrement. Et on se comprend, ce dénombrement, encore une fois, date de 2022, donc non seulement les chiffres ont augmenté, mais vous avez eu 3 ans pour agir en conséquence de ces chiffres-là, et ce qu'on voit, ça ne reflète pas cette réalité-là. Merci, Madame la députée. Écoutez, on va suspendre bientôt, donc dans 30 secondes. Alors, Monsieur le ministre, si vous voulez commencer votre réponse, mais je vais devoir vous arrêter parce qu'à 13 heures, on doit absolument faire une pause. Juste reprendre l'exemple de Québec hier, là, capitale nationale, 900 personnes en situation d'itinérance, mais 98 qui dorment dans des lieux extérieurs le soir du dernier dénombrement. Quelle a été notre réponse? Ajouter 117 places d'hébergement, soit refuge, soit transition, dans la capitale nationale. Tous les autres, là, c'était soit déjà en hébergement d'urgence, en ressources de transition, en centre de thérapie CRD. Dans le 10 000, là, je le répète, là, il faut bien le comprendre, ça. Il y en a 1300 qui dorment dans la rue, et c'est pour ça qu'on a ajouté des places, pour que ces gens-là aient un toit sur la tête en premier. Maintenant, effectivement, il faut avoir des nouvelles données, puis ça, on s'engage à le faire en avril de cette année. Merci. Donc, conformément à l'ordre qui a été adopté le 25 mars 2025, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures. Alors, rebonjour. La commission plénière reprend ses travaux à l'étude de crédit provisoire pour l'année financière 2025-2026 et nous allons poursuivre avec, je crois, Madame la députée Joyce Miguet, s'était rendue votre retour à poser la question. Alors, je vous cède immédiatement la parole. Je vous informe qu'il vous reste 3 minutes 39 à votre bloc. Merci, Madame la Présidente. Plusieurs qui œuvrent dans le milieu communautaire pour l'itinérance trouvent qu'il y a un manque de vision de la part du gouvernement. Et le plan, la stratégie qui a été mise de l'avant par le gouvernement du Québec n'a pas de cible en tant que tel. Par contre, le plan canadien a des cibles. Et encore une fois, nous avons fait une demande d'accès à l'information pour demander quelles étaient les cibles du ministère des Services sociaux pour le plan d'action. Et la réponse que nous avons eue, c'est que le plan d'action vise à la réduction de l'itinérance. Mais il n'y a pas de chiffre qui accompagne cette réduction, donc difficile de mesurer les résultats. J'espère que les consultations, les travaux pour la prochaine mouture du plan vont commencer plus tôt que tard. Avez-vous l'intention, dans la prochaine version, justement, d'avoir des cibles qui pourront être mesurées? Okay. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre? Oui, excusez-moi, là, j'ai tendance à intervenir trop rapidement. L'enjeu avec les cibles, c'est que les cibles ne sont pas seulement dépendantes de notre ministère. Il y a beaucoup de
ces cibles-là qui sont en lien avec la disponibilité des logements, évidemment, qui est une problématique. Je pense que la première cible, aussi, j'ai beaucoup insisté là-dessus au début, là, alors que tout le monde disait il faut viser l'itinérance zéro. Là. Moi, je pense que la première chose qu'il fallait viser, c'était vraiment de renverser la croissance de l'itinérance. On était vraiment dans une courbe qui était exponentielle. Là, on va voir cette année si on arrive à aplatir un peu la courbe, mais éventuellement, il va falloir la renverser. C'est pour ça, justement, que l'an dernier, pour la première fois, là, je mentionnais que on avait sorti, en fait, j'avais même sous-estimé le nombre. J'avais dit qu'on avait trouvé du logement pour 1000 personnes, parce que c'est les chiffres que j'avais pu évaluer. Puis là, ça nous permet vraiment d'avoir des meilleures cibles. Maintenant, on sait année après année combien de PSL on va sortir. Dans la dernière année, on les a tous attribués, là, les 500. On sait également combien de logements pour les vulnérables vont se développer via le FAC. Avec les projets PRISM, on va savoir combien de personnes on s'attend également à sortir de l'itinérance. Donc, on va pouvoir mieux prédire. Puis oui, je pense que dans le prochain plan d'action, ce serait intéressant d'avoir des cibles. Merci. Il vous reste 1 minute, 6 secondes si vous voulez poser une question, puis laisser le temps au ministre d'y répondre. Justement, avec vos collègues, il y a un comité interministériel en itinérance. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes rencontrés? Vous vous rencontrez à quelle fréquence? On se rencontre aux 4 à 8 semaines. Donc, c'était au début de quelques semaines, là, on s'est rencontrés. Et nous, on travaille ensemble surtout sur les mesures de prévention. Je pense que c'est 2 belles mesures qu'on a mis de l'avant, celle pour la sortie carcérale et celle pour la sortie des centres jeunesse. Celle de la sortie carcérale est en application depuis à peu près 6 à 12 mois. Et celle sur la protection de la jeunesse commence cette année, sur la sortie des centres jeunesse. Merci. Il vous reste 23 secondes. 23 secondes. Je vais continuer par la suite, mais plusieurs sur le terrain demandent qu'il y ait la création d'une équipe centralisée pour connaître les différentes ressources qui sont disponibles. Ouais. Alors, ce qu'on entend, c'est que, par exemple, à Montréal, à SPVM, ils vont appeler les différents refuges le matin. Merci, Madame la députée. Votre temps est terminé. Nous allons maintenant poursuivre avec l'échange avec Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vos équipes d'être présentes. Écoutez, je vous entendais d'entrée de jeu. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas toujours d'accord, mais vous citiez itinérance et jeunesse dans votre exposé d'entrée de jeu. Puis je pense que c'est les 2 dossiers qui nous... parmi les priorités des priorités, on va s'entendre que l'ensemble du dossier des services sociaux est en étude, mais c'est là où on s'entend pour aligner nos priorités là-dessus. Je vais vous poser donc des questions en ce sens-là aujourd'hui sur ces 2 principaux thèmes-là. Premier thème, notamment sur C14, sur la question de l'hébergement communautaire là, que vous indiquez dans votre budget, 35 millions par année en soutien à l'hébergement. Dans le budget 25-26, vous dites une somme de 175 millions, c'est ce qui est écrit dans le budget, et donc prévu sur 5 ans, on divise 35 millions. Et vous citez différents secteurs, là, vous citez l'hébergement des personnes en DITSA, vous citez notamment troubles du spectre de l'autisme, vous dites santé mentale, jeunes quittant les centres jeunesse, et vous dites itinérance. Est-ce qu'on peut avoir la ventilation du 35 millions à ce stade-ci par les postes? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre? Non, à ce stade-ci, c'est pas, les sommes ne sont pas encore ventilées par les problématiques. Nous, ce que je peux vous assurer, par exemple, puis c'est comme ça depuis le début, tout ce qui est de hébergement pour l'itinérance, on va être au rendez-vous. Évidemment, on voulait avoir les résultats des deux concours là, de VCS. Un, le campement, puis 2, le VCS 3. Et maintenant qu'on les a, on va attendre l'approbation du fédéral et ensuite on aura une meilleure idée là, des ventilations qui vont être nécessaires. Mais encore une fois, je pense que depuis le début sur l'itinérance, là, on a toujours été au rendez-vous pour tout ce qui est hébergement. Puis on va continuer. Donc, dans le 35 millions, ce qu'il faudra pour l'itinérance sera au rendez-vous? Absolument. Donc, c'est-tu la même chose pour les centres jeunesse, pour la sortie de centres jeunesse, pour éviter l'itinérance jeunesse? Alors, la sortie des centres jeunesse, il faut aller dans la section PSL. PSL. Puis on sait que chaque année, il y a à peu près 2000 jeunes qui sortent des centres jeunesse. Et les chiffres des études montrent que le quart de ces jeunes-là sont à risque de faire des épisodes d'itinérance. Donc, c'est pour ça qu'on nous a alloué aux
à la mise à jour économique, le ministre des Finances devait allouer 500 PSL jeunesse. Cette année, au budget de cette année, il nous accorde l'accompagnement pour ces 500 PSL jeunesse, incluant pour le fameux projet Zénith que votre collègue nous parle souvent là, à Québec. OK. Donc, on a un volet, excusez-le, on a un volet accompagnement et on a un volet PSL pour les centres jeunesse. Exact. Il y a les deux volets. On a les deux volets. La ventilation, on va la prendre au compte-gouttes au cours de l'année avec les annonces? Pour les centres... pour les PSL, ça, vous allez le savoir. Pas pour les PSL, mais pour l'hébergement communautaire, le soutien communautaire à l'hébergement. Qu'est-ce qui va en jeunesse? Qu'est-ce qui va en itinérance? Qu'est-ce qui va en DTSADP? Pour le soutien communautaire? Oui. Disons qu'on a décidé de centraliser la gestion parce que on l'avait décentralisé auparavant. Et ce qui arrivait, c'est que certaines régions, ça c'est quelque chose d'important, à cause d'un meilleur travail entre les établissements puis les offices d'habitation, certaines régions étaient capables de sortir très rapidement les PSL et puis les hébergements supervisés, tandis que d'autres régions avaient plus de difficultés. Puis là, il fallait qu'ils fassent des échanges entre eux de PSL, etc. Donc, on a décidé de centraliser un peu cette gestion-là. Okay. Ça va se faire de façon transparente. Là, quand les projets vont sortir, on va être au rendez-vous. Puis pour ceux qui s'inquiètent, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'inquiètent, nous, ce qu'on dit, c'est que les sommes sont disponibles 3 mois avant l'ouverture du... Parce que Mme Duranceau a fait l'annonce de 500 unités à la fin de l'année 24. On a eu des discussions, notamment en Chambre, sur l'accompagnement, un soutien communautaire. Vous avez vu dans les journaux les mêmes articles que moi du tournant, on en parlait tantôt. Vous avez eu les mêmes articles que moi aussi de la Maison Benoît Lorme qui est sortie dans les médias. Vous avez eu les Auberges du Cœur. Donc, il y a quand même une inquiétude notable de la part du communautaire de savoir que l'accompagnement communautaire est déjà difficile pour les ressources qui existent, encore davantage pour celles qui viendront ouvrir. Mais là, vous garantissez que les sommes seront au rendez-vous pour les nouvelles unités que Mme Duranceau a annoncées. Monsieur, juste un instant, Monsieur le député de Saint-Saint-Anne, je vous rappelle qu'on doit s'adresser à la présidence et également le titre, surtout le titre des ministres. Pardon, donc, merci. Allez-y, Monsieur le ministre. Oui, puis dans tous les exemples qui sont mentionnés, les sommes étaient disponibles. Donc, nous, on garantit que l'accompagnement, on va le fournir pour tous ces projets-là. Je vous amène sur le terrain des PSL. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Une somme de 42,6 millions de dollars est donc prévue sur 5 ans pour assurer des services à 900 personnes vulnérables qui bénéficient du PSL. C'est ce qu'on lit à C14. Par contre, aux États généraux, il y a eu ces discussions-là sur la difficulté d'accessibilité au PSL. C'est la ministre, je ne la renommerai pas, qui s'est notamment attirée des critiques d'une partie de la foule présente au Centre des Forts après avoir affirmé que le PSL pouvait contribuer à apaiser la crise du logement, mais qu'elle a indiqué qu'une partie importante des sommes prévues n'était pas utilisée. Alors là, je voudrais vous entendre. Vous venez bonifier le montant. Vous confirmez que le montant a été donc utilisé à 100% pour l'année 24, malgré les prétentions relatées par la presse puis dans le discours de la ministre de l'Habitation. Puis vous êtes convaincu que les nouvelles sommes vont être utilisées aussi. Parce que Mme la ministre de l'Habitation disait que non. Disait que l'ensemble des sommes n'ont pas été allouées et utilisées. Là, on parle de nos PSL pour nos plus vulnérables. PSL volet 2. C'est ça. Donc, nous, nos 500 ont été utilisés. Donc, il n'y a pas de doute. Mais on a dû travailler fort, par exemple. Comme je vous expliquais tantôt, à cause de certaines régions où c'était plus difficile, à cause des interactions entre les établissements puis les offices d'habitation. Donc, certains, on a dû faire des échanges d'un établissement à l'autre, d'où notre approche un peu plus centralisée. Et on va travailler également, je pense que le modèle de la capitale nationale est probablement le meilleur modèle. Je me suis engagé également avec les établissements de l'île de Montréal de transporter cette meilleure pratique dans toutes les régions du Québec. Parce que Montréal, c'est l'une des régions, d'ailleurs, où c'est difficile. D'où le modèle où on fait beaucoup affaire avec le privé à Montréal. Oui. C'est un bon élément. Vous l'avez parlé, il y a le volet 2 pour l'assouplissement pour les personnes plus vulnérables, disons-le comme ça. Le volet 1, par contre, qui se destine notamment aux offices d'habitation, aux OMH, lui, par contre, a gardé ces mêmes rigidités. Est-ce que vous êtes ouvert à assouplir les critères de rigidité qu'on a dans le volet 2 au volet 1? Monsieur le ministre? Oui, mais ça, c'est pour les logements abordables, donc ce n'est pas nécessairement sous ma gouvernance. Parfait. On y reviendra. En
je partage votre positionnement sur le logement et l'accentuation du logement sur la question de l'itinérance. Ceci dit, n'empêche qu'on vit les crises qu'on vit, puis les problèmes de cohabitation qu'on vit, le métro de Montréal notamment, nos quartiers. Vous avez visité mon quartier à plusieurs reprises. On a même fait une petite marche là, aux abords d'un campement l'été dernier, si je ne m'abuse. Donc, vous connaissez les réalités de cohabitation qui sont difficiles. Je ne remets pas en question du tout la question qu'on doit focusser sur le logement, mais là, on a des enjeux de surreprésentation dans les refuges et un petit peu partout dans nos villes. Est-ce qu'il y a des sommes qui sont disposées et prêtes en refuge? Je comprends que vous avez 205 projets, vous en avez parlé avec la collègue, mais spécifiquement en refuge, on vise combien de places davantage à Montréal l'année prochaine? Il y a certains projets qui visent des refuges. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais certains visent des refuges, effectivement. Celui qui me vient en tête, c'est celui de l'organisme L'Itinéraire. L'Itinéraire? Oui, qui a un refuge. Qui va pouvoir donc ouvrir l'année prochaine. Cette année, on a eu un enjeu de locaux? Si tout se passe normalement. OK. Et on va avoir un 50, 100 places, quelque chose du genre? Ça, je ne sais pas comment... OK. Je ne peux pas tout dévoiler. Vous vous êtes évidemment engagé envers la collègue, si j'ai bien compris, de déposer la liste des 205 projets retenus. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure. On va l'avoir aussi par ventilation de ce qui est offert. Là. Si c'est du centre de jour, si c'est de l'hébergement transitoire, si c'est du refuge, on va voir ça dans la ventilation. Oui, le même document que j'ai vu dès que j'ai l'approbation du gouvernement fédéral. OK. Donc, on va être capable de savoir à peu près, parce qu'on a eu ces discussions-là, vous et moi notamment à l'automne, sur la planification à la dernière minute. Malheureusement, on a eu des enjeux. Vous avez aussi parlé des CIUS. Bon, moi, ce que j'ai devant moi, ou la personne que j'ai devant moi, c'est le ministre des Services sociaux. On a eu ces problèmes-là d'argent et d'appel d'offres qui sort à la dernière minute. Dans les 205 projets, il va y avoir une idée de pérennisation aussi. Si vous allez l'annoncer, puis on va avoir la liste, Madame la Présidente, de manière assez rapide, on va être capable d'avoir une idée en amont de ce qui s'en vient pour novembre prochain. Monsieur le ministre? On s'attend que dès que les organismes ont l'information, ils vont aller de l'avant. Donc, on ne devrait pas avoir une situation comme l'année dernière. Non, puis en plus, j'ai mis une directive que maintenant, il n'y aurait plus d'appel d'offres. D'ailleurs, pour le supplément VCS, ils ont pris la liste des projets qui n'avaient pas été approuvés au dernier appel d'offres, plutôt que de refaire un autre appel d'offres. Fait que ça, j'ai envoyé un message clair au réseau, là. Donc, il y aura une pérennisation de ce qui a été offert. Exactement. Là. Puis tout le monde est, en tout cas de notre côté, là, on est tous tannés de ces rebrassages de cartes année après année. Là. Donc, en septembre, octobre, novembre, moi, j'ai pas 18 appels d'organismes qui sont pas au courant de si leurs budgets sont confirmés. Le message a été clairement envoyé. Je souhaite ardemment que vous ayez été entendu, Monsieur le ministre, évidemment. DPJ, jeunesse, vous en faites une priorité également. Les informations puis les sources, en fait, votre budget dit 145 millions de dollars par année sur 725 millions de dollars sur 5 ans. Vous avez parlé de quelques éléments, notamment les services de réadaptation. Là, vous avez énuméré une série d'articles. On voudrait justement savoir exactement, un petit peu plus clairement, là, vos 145 millions, ils s'en vont où en jeunesse? Ministre? Oui, c'est vraiment principalement pour la réadaptation. Puis l'enjeu qu'on voit beaucoup actuellement, ce sont les débordements, les unités de débordement. Il y a également un enjeu avec les familles d'accueil également. Mais encore une fois, ce qu'on va demander là, dans le grand chantier de la réadaptation, ce sont d'améliorer les pratiques en réadaptation, puis aussi de réfléchir à comment s'attarder à faire plus d'efforts à maintenir les familles, les enfants dans les familles qui sont capables de prendre soin de leurs jeunes, plutôt que d'aller directement ou trop rapidement en réadaptation. Et aussi de venir aider les familles qui ont des enfants DIDP, TSA, que je répète, là, ne sont pas nécessairement au bon endroit dans des centres de réadaptation avec des enfants qui ont des troubles d'attachement. Donc, ce sont grosso modo les priorités. Donc, ça va nécessiter évidemment de la main-d'œuvre, ça va nécessiter de la main-d'œuvre qualifiée. On a parlé de ça dans les dernières années, là, la reconnaissance des travailleurs, des travailleuses, des travailleurs sociaux notamment. Vous avez parlé de centre de réadaptation, vous avez parlé aussi d'accompagnement à la maison. Là. Donc, des sommes vont être disponibles pour l'embauche et la reconnaissance de la qualité de leur travail. Bien, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin nécessairement de plus de travailleurs sociaux et
pour la population qui est en débordement de centre jeunesse. Mais si vous vous souvenez, au budget de l'an dernier, on avait ajouté 108 millions de dollars et on a eu un recrutement assez important. C'est 500 éducateurs en centre jeunesse qui ont été ajoutés dans la dernière année à travers le Québec. Et une bonne partie des sommes du 108 millions ont été utilisées pour rehausser les équipes. Il y a encore un manque de main-d'œuvre à la DPJ, on ne s'en cachera pas. Mais nous, notre effort des dernières années était aussi de faire beaucoup plus en amont pour commencer à diminuer, ou là aussi on tente de renverser cette tendance là, du nombre de signalements et des délais de prise en charge. Donc, à l'intérieur du réseau, puis dans les réadaptes, vous ne voyez pas de modification, c'est ce que j'ai cru comprendre là, aux sommes qui étaient déjà là. Vous jugez que le réseau est fonctionnel? Bien, je pense qu'il faut rajouter de l'espace et évidemment de la supervision dans ces espaces. Il faut développer des espaces spécialisés et ça, il va y avoir un transfert de personnel qui vont être disponibles pour faire ça. J'en ai visité plusieurs. Et souvent, les unités des ITSA qui sont dans les centres jeunesse sont maintenues par du personnel des ITSA. Donc, eux, ils vont les suivre dans des endroits beaucoup plus appropriés. Et ça, c'est ça qui est important. On y reviendra quand on aura plus de temps sur les crédits, évidemment, sur ce point-là. Vous avez parlé des familles d'accueil. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des sommes pour les familles d'accueil. C'est des revendications importantes, ça? Absolument. On parle de quoi exactement? On n'a pas encore la ventilation des sommes, mais une partie des sommes va servir à payer les familles d'accueil de proximité. Parce qu'on en est, là, c'est quelque chose avec lequel je suis bien d'accord avec vous. Si on pouvait avoir davantage de gens dans des familles de proximité notamment, on aurait beaucoup moins de gens justement dans nos unités. Exact. Et, je pense qu'on aurait quelque chose de peut-être plus périn. Je vois le temps qui file. Pérenne. PESOC, j'aurais voulu vous entendre. Je vais faire un petit commentaire sur les familles d'accueil. Allez-y. Une des choses importantes que l'on fait avec la nouvelle directrice nationale également et avec les gens du ministère, c'est également de travailler sur les critères du ministre. OK. Parce qu'il y a beaucoup de frustration, comme vous le savez, là, sur les tailles des fenêtres, la hauteur des plafonds, le type de peinture. Puis ça aussi, on travaille là-dessus. Tout à fait. Puis je vais me permettre moi aussi un commentaire. Quand on voit l'état de vétusté de certains centres jeunesse, il y a des questions à se poser sur si ces critères-là sont véritablement adaptés avec ce qu'on leur fournit ailleurs dans le réseau. Je m'arrête là-dessus. PESOC, sur 5 ans, vous dites rehausser le financement des organismes. Est-ce que c'est de l'argent, les 10 millions là, annuels qui vont aller directement à la mission au PESOC de ces organismes-là, ou si ce sera des appels à projets ou du discrétionnaire de votre part là, qu'on annoncera par-ci par-là? Bien, il n'y aura pas d'appel à projet, Madame la Présidente. La vaste majorité va aller à la mission globale. À la mission globale? Oui. Ce qui fait à peu près 3 000 par organisme, à peu près. Un peu comme l'an dernier, mais 10 millions de dollars au total. 10 millions divisé par les organismes, ça fait 3 000 par année, Monsieur le ministre. Un peu comme l'an dernier, où on voulait s'assurer que les organismes restent ouverts. Mais évidemment, dans le 10 millions qu'on ajoute, on n'inclut pas le 2,2 % d'indexation aussi, là, qui va également aux organismes communautaires. Surdose, dépendance, en terminant, Monsieur le ministre, beaucoup d'organismes en lien avec la surdose et dépendance ont contacté publiquement dans les dernières semaines, dans les derniers mois. On sait qu'il y a 2 surdoses par jour au Québec. On sait que l'IDQ, notamment, sonne l'alarme. Il y a la coroner qui nous a dit justement qu'il fallait plutôt qu'on vise une sensibilisation globale et partout sur la prévention des surdoses. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en contradiction entre le message puis les annonces des dernières semaines? Là, on voit notamment qu'il y a un colloque qui est annulé, puis on voit que les services en formation puis directement auprès des populations ils sont de plus en plus difficiles. Donc, qu'est-ce que vous répondez au milieu qui est très inquiet actuellement? Monsieur le ministre, alors... Oui, bien, premièrement, je répondrai qu'ils vont recevoir les sommes promises. On s'excuse du délai. Je pense que c'est dans la mécanique des choses que ça a tardé, là, beaucoup plus que dans l'intention. Je pense que la sensibilisation, on a fait des campagnes assez exceptionnelles cette année, là, tant télévisuelles que médias sociaux pour les jeunes, qui ont vraiment touché la cible. Puis il ne faut pas oublier que malgré que les parents n'en parlent pas assez avec leurs jeunes, on est dans toutes les écoles. Le programme avec l'ACCID, c'est quelque chose de fantastique au Québec. Là, dans presque toutes les écoles du Québec,
Les jeunes se font parler de consommation, des méfaits de la consommation, de comment prévenir les complications. Donc, c'est quelque chose, un travail constant. Et nous, on va continuer à appuyer les centres de consommation supervisés. Et aussi, on veut aussi travailler sur le lien entre ces centres de consommation supervisés et l'accès au traitement. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va parler beaucoup dans la prochaine année. Un projet de loi à venir, je pense. Bon, bien, je vous remercie de votre échange, Monsieur le ministre et Monsieur le député. Votre temps est terminé. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec un membre du 3e groupe d'opposition, Madame la députée de Terrebonne. Alors, bonjour, j'ai pas eu la chance de vous voir et de vous féliciter. Alors, mes félicitations et je vous cède immédiatement la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vos équipes aussi. Enchantée. C'est un plaisir de venir vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'itinérance avant de passer la parole à mon collègue, Monsieur Arsenault, ici. Donc, on le sait, bon, augmentation de 44 dans les 5 dernières années d'itinérance, environ 10 000 personnes en situation d'itinérance actuellement sur le territoire du Québec. Il y aura prochainement un nouveau dénombrement, le 15 avril, qui vient. Je veux juste être bien certaine de vous avoir compris, là, faire du pouce un peu sur ce que ma collègue des libéraux ont dit. Donc, vous n'avez pas d'objectif quantifiable en ce moment par rapport à la réduction de l'itinérance. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue au Salon Rouge. Félicitations pour votre élection. Je pense que on ne peut pas parler de réduction maintenant. On voit tout ce qui se passe dans la rue. Là. On se ferme pas les yeux. Ce qu'on veut, c'est vraiment une espèce d'aplatissement de la courbe. On travaille fort pour renverser la tendance. Puis quand j'étais allé au congrès de l'UMQ, une des choses super intéressantes que j'avoue j'avais appris, c'est qu'ils nous disaient qu'on pouvait mettre un paquet de mesures en place. Si on ne travaillait pas plus sur la prévention, on ne serait jamais capable de renverser cette courbe-là. C'est pour ça qu'on a commencé avec le comité interministériel à travailler sur la prévention de sortie carcérale, prévention des centres jeunesse. On veut travailler également sur la prévention de la perte de logement pour les aînés qui perdent leur conjoint. Donc, il y a toutes sortes de situations de prévention que je travaille avec le comité interministériel pour vraiment renverser cette tendance-là. Ça, je pense que ça va venir s'ajouter à tous les efforts qu'on fait au niveau des refuges puis de l'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, pour le 15 avril, vous vous attendez à une hausse? Oui. Je pense qu'il faut être réaliste. Vous avez parlé de 500 PSL et de l'accompagnement qui vient avec aussi tout à l'heure, mais vous le dites sans relâche, puis je suis d'accord avec vous là-dessus, ce dont on a besoin, c'est de plus de logements. Sur le terrain, ce qu'on nous dit, c'est qu'il manque de logements. Puis pourtant, on ne voit aucun montant supplémentaire là, au niveau de ces logements-là dans le budget. Donc, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par rapport à ça? Oui, mais exactement. Le volet FAC vulnérable, on a annoncé 500 portes là, il y a quelques mois. Donc, on pense en livrer au moins 200 au cours de la prochaine année. On travaille aussi dans d'autres volets, là, comme le projet PRISM, qui est itinérance santé mentale, où déjà on a garanti 300 mises en logement pour des itinérants avec des problèmes de santé mentale. Et on travaille avec le CIUS du centre-sud, mais pour le nord de l'île, le CIUS de l'est de l'île pour ajouter des lits PRISM. On va ajouter 8 lits pour femmes également à Mission Bon Accueil. Et il y a d'autres régions au Québec qui vont lever la main, comme Sherbrooke également. Donc, dans ce programme PRISM, il y a non seulement accès au refuge puis aux soins en santé mentale, mais il y a un accompagnement en logement qui est garanti également dans l'argent qui est réservé pour chaque individu qui rentre dans ce programme-là. Et on pense que ça va faire une vraie différence pour la cohabitation, pour la mise en logement et le maintien en logement. Puis les résultats sont assez très probants là, pour ce programme-là. Merci, Monsieur le ministre. Donc, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci à ma collègue de Terrebonne. Je voudrais juste faire un peu de pouce sur une de ces questions. On s'attend à une hausse de l'itinérance. Qu'est-ce qui serait raisonnable compte tenu des mesures que vous avez mises en place au cours des 2 ou 3 dernières années comme pourcentage attendu de hausse? La dernière fois, c'était 44 %. Est-ce qu'on vise la moitié de ça ou 10 %? Ben, en politique, faut pas faire de présomption là, mais on veut moins. C'est sûr qu'on veut commencer à aplatir et même
aplatir la courbe. Mais je peux vous dire, juste pour suivre la logique, si on déploie tous les efforts possibles comme État du Québec et en collaboration avec les villes, mais que malgré tout, ça continue d'augmenter, l'objectif d'aplatir la courbe, c'est sur une période de combien d'années selon les mesures que vous mettez en place pour vous? L'objectif d'arriver à 0 puis commencer à reculer, c'est dans la prochaine année? C'est dans les 3 prochaines années? moi, je pense qu'il faut se donner un objectif de 2 ans qui serait raisonnable. Pour arriver à stabiliser, pour ensuite réduire. Exact. Aplatir puis commencer à diminuer. Mais, merci beaucoup. Je voudrais pas qu'on passe cette occasion-là sans parler de santé mentale, évidemment. Oh, oui. Et je vais aborder la question des délais ou des personnes en attente hors délai. On a, selon le tableau de bord, 6 647 personnes le 8 février 2025 qui étaient en attente hors délai. Sauf que lorsqu'on regarde l'indicateur du plan stratégique gouvernemental, ce n'est pas en nombre de personnes qu'on le calcule, mais plutôt en proportion des usagers qui ont obtenu des soins. Et l'objectif, la cible pour 2024-25, c'est 65 %. Pourriez-vous nous aider à réconcilier les deux indicateurs qui ne disent pas la même chose, mais pour les mêmes personnes qui sont en attente? Est-ce qu'on a atteint cet objectif-là de 65 %? On l'a déjà atteint? Monsieur le ministre? Oui, merci. Pour répondre directement à la question, là, on est sur le bord si on ne l'a pas atteint. Mais la raison pourquoi on a cet indicateur-là également, c'est parce que après la pandémie, il y a eu une explosion de la demande en santé mentale, tant chez les jeunes que chez les adultes, qui est restée très élevée encore maintenant, surtout chez les adultes. Et nous, on a déployé beaucoup de services de proximité, beaucoup de services multidisciplinaires. Puis, mon équipe avait peur que ce ne soit pas visible. Fait qu'ils m'ont fait une courbe qui montre l'impact de nos mesures sur les délais en santé mentale. Là, ça, c'est historique, là, ce qu'on voit, où dans la dernière année, on est passé de 16 500 personnes en attente à 12 000 personnes en attente à peu près, dont 6 000 que vous dites hors délai, avec un délai médian d'autour d'une trentaine de jours. Là. Et je pense que le plus bel exemple de ce qu'on parle avant, c'était, on disait que ça prenait 2 ans là, quand je suis arrivé en 2018-2019 pour voir un psychologue. Puis là, on parle de délai de 6 mois. Là. C'est encore très long. Mais on a une autre stratégie aussi que je pourrais vous expliquer pour diminuer ces délais pour l'accès à la psychologue et la psychothérapie. Oui, mais respectueusement, j'aimerais quand même qu'on puisse avoir une traduction dans le tableau de bord des objectifs et des indicateurs qui sont fixés dans le plan stratégique pour qu'on puisse justement vérifier à savoir si ces objectifs sont atteints. Je vous crois sur parole sur l'atteinte du 65 %, mais on aura l'occasion d'y revenir à l'étude des crédits. Mais dans le même sens, mais là, on manque vraiment de temps, j'aurais aimé savoir si on atteignait les objectifs concernant les services à la DPJ. De la même façon, là, il y a un 53 % qui devait être atteint cette année. Le tableau de bord parle de 50. Votre temps est terminé, désolé. Voilà. Alors, je revenais à la marge. Donc, le prochain bloc, Monsieur le député de Saint-Jérôme, je vous rappelle que vous avez un temps de 45 secondes, donc je vous invite à faire ça vite pour que Monsieur le ministre ait le temps de vous répondre, évidemment. À vous la parole. Ben oui, je ne pourrais pas prêter de temps à mon collègue Délice Lannon, malheureusement. Air ouverte, on l'a institué il y a maintenant 5 ans, 2019-2020, je pense. Est-ce qu'on a une évaluation des résultats que ça donne? Je pense qu'il y a des milieux où ça marche relativement bien. Puis on a vu que ça peut être un programme que certains peuvent remettre en question parfois. Mais est-ce qu'on a une évaluation et est-ce que cette évaluation-là, on compte la rendre publique? Merci. Monsieur le ministre? Mais la plus belle évaluation, c'est la diminution de la liste d'attente santé mentale jeunesse, là, qui est autour de 2000, là, qui, elle aussi, a diminué de plus de 50 %. Dû à Air ouverte spécifiquement? Ou? Grâce au service Air ouverte. Puis, donc, cette évaluation-là, c'est juste le chiffre global. Merci beaucoup. Le temps est terminé. Je dois maintenant procéder au deuxième bloc avec l'opposition officielle. Et je vous rappelle que vous détenez 8 minutes 6 secondes. Ça inclut évidemment les réponses de M. le ministre. Alors, à vous la parole, Madame la députée de Dorcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. En premier lieu, est-ce que je pourrais demander au ministre de déposer ce qui vient de Je pense que je vais même déposer celui-là.
On va le mettre sur le mur. Là, je vais changer de sujet un petit peu. On va aller, pour les personnes vivant avec un handicap ou sur le spectre de l'autisme. Mon collègue vous a déjà posé une question à propos du 35 millions dans le budget pour rehausser le soutien à l'hébergement. Et on voudrait savoir si cet argent-là va aussi être disponible pour des projets qui émanent d'organismes communautaires et de groupes familiales, par exemple. Donc, oui, confirme. oui, d'abord et avant tout, même la majorité des projets, là, pour les personnes des PTSA, vont être de ceux qui sont du logement supervisé. Là. Et est-ce que, justement, cet argent-là va venir avec un assouplissement des critères? Parce que nous, ce qu'on comprend, c'est que quand les groupes se rendent à la SHQ, c'est très difficile pour eux de faire avancer leur projet parce qu'il y a des critères rigides et souvent, justement, les projets d'organismes communautaires ou familiales ne rentrent pas dans ces cadres plus traditionnels-là. Donc, c'est beau que l'argent soit là, mais il faudrait aussi que la volonté des programmes reflète la réalité, justement, de ces projets-là. Parce que plus tôt ce mois, justement, j'ai déposé une pétition de la Société québécoise de la déficience intellectuelle pour demander plus de logements alternatifs. Parce que, comme vous le savez, comme chaque individu, vous et moi, quand on va chercher un logement, que ce soit un appartement, une maison, on a un certain choix. On va voir différents logements. Celui qui répond le plus à notre réalité, c'est celui qu'on va choisir. Souvent, les personnes avec un DI ou un TSA, ils vont être sur une liste d'attente pendant plusieurs années. Et là, après 3 ans, on leur offrira pas, on va dire, voici le logement que nous avons pour vous, même si ça ne reflète pas la réalité de leurs besoins et de leurs conditions. Alors, justement, le but de ce projet, le but de cette pétition-là, c'était pour avoir différents types d'hébergements qui répondent aux réalités de chacun. Ça peut être mixte, ça peut être supervisé ou non, quoi que ce soit. Et justement, excusez-moi, je vais vous donner une statistique. Une personne avec une déficience intellectuelle doit attendre en moyenne 1211 jours, donc plus de 3 ans, avant d'obtenir une place. En comparaison, entre 2013 et 2014, l'attente était de 767 jours, donc une augmentation de 58 %, qui est énorme. Et comme vous le savez, il y a de plus en plus de personnes qui reçoivent un diagnostic et l'inquiétude des parents aussi qui voient leur enfant devenir adulte, qui ont une certaine autonomie, mais qui se disent à un moment donné, moi je ne serai plus là et je veux m'assurer que mon enfant, justement, ait un lieu de logement et d'hébergement qui est sécuritaire pour eux, qui pourrait l'être à long terme. Les OSBL, qui ont des projets d'habitation, ont fait des recherches pour démontrer que leur coût par porte était moins élevé que ceux des RI, des RTF et des RAC. Donc, évidemment, ça était moins élevé par porte, les projets des groupes communautaires que les RI, les RTF ou les RAC. Et si le gouvernement a des données sur les coûts des ressources, il devrait les rendre publiques justement pour pouvoir faire ce travail en amont. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est... Donc, je comprends de ce que vous avez dit pour le 35 millions. Vous êtes ouvert à ce qu'il y ait des projets, disons, alternatifs qui émanent des organismes communautaires, etc. Mais comme j'ai dit, je pense qu'il serait important que vous ayez une conversation avec votre collègue au logement parce que la volonté... Les moyens financiers peuvent être là, mais la volonté de comprendre que certains projets, même s'ils ne rentrent pas dans un cadre spécifique, ça ne veut pas dire qu'on les jette à la porte. Justement, donc, je pense qu'il y a un travail qu'il faudrait qu'il se fasse. Je ne sais pas si c'est demander au ministère du Logement ou à la SHQ de s'asseoir avec les groupes communautaires pour comprendre leur réalité, les projets qui vont amener de l'avant, pour que, justement, ils soient prêts avec les critères des programmes pour que ça soit un parcours plus facile. Parce qu'attendre des années de travailler, des fois, on entend, oui, la SHQ va travailler avec nous, mais ça prend des années pour que ça aboutisse. Donc, je pense que pour que l'argent soit vraiment bien dépensé, il faut que les critères également suivent les réalités des différents projets qui vont aller de l'avant. Donc, est-ce que vous vous engagez à parler à votre collègue et lui demander justement qu'elle ou la SHQ ait ces conversations-là
avec les organismes qui vont être parmi ceux qui vont amener des projets. Merci, Madame la députée. Avant de céder la parole à Monsieur le ministre, est-ce que j'ai bien compris que vous aviez demandé le dépôt du tableau? Exact. Alors, est-ce qu'il y a consentement? Consentement. Merci. Je vous cède la parole, Monsieur le ministre. Je ne saurais pas le ramener. Non seulement je m'engage, là, mais je m'engage à l'amener à la table du comité interministériel. OK. C'est bon? Je ne peux rien dire de mieux que ça. Merci. Il vous reste 2 minutes 27 secondes, Madame la députée. OK. Là, je vais aborder quelque chose de façon vite. On va parler du répit pendant quelques minutes et le programme que vous avez mis de l'avant il y a quelques années. Alors, on est dans la 3e année, si je ne me trompe pas, sur 5 ans. Mais on a été informé par plusieurs groupes sur le terrain, dépendamment de la région, que dans la première année du programme, il y a des régions qui n'ont reçu aucun argent. Il y a des CIUS qui ont fait aucun appel d'offres. Et l'argent qui n'a pas été dépensé, vous avez dit en période de questions qu'il allait être remis dans les années antérieures. Et ensuite, vous avez dit que ça allait retourner dans le fonds consolidé. Oui. Donc, je vous donne l'exemple dans l'Estrie, qui devait recevoir un montant de 392 000 $ par année, y compris la première année, qui a reçu aucun argent pour cette région-là, qui a reçu aucun appel de projet de la part du CIS. La première année. La première année. Qu'est-ce que vous répondez à ces régions-là, quand même, qui avaient 10 millions de dollars sur la table la première année et qui ont reçu zéro? Comment est-ce qu'ils vont se faire récompenser pour cet argent, justement, ils n'ont même pas eu la chance de proposer des projets pour avoir accès à ces fonds-là? Merci. Monsieur le ministre. Ouais, ben, écoutez, ça, c'est les règles du Trésor. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on pensait qu'il y avait déjà des voies de passage ou des voies comptables pour ce programme-là. Mais en fait, ce que les établissements faisaient, c'est qu'ils prenaient les sommes résiduelles de leur programme DIDP-TSA pour aider le répit dans leur région. Puis, malheureusement, certaines régions ont vraiment pris trop de temps, là. Donc, en rétrospect, c'est difficile de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Je dois l'avouer. Merci. Oui. Merci. Est-ce que vous n'auriez pas pu faire, votre ministère, s'assurer, par exemple, que tous les CIUS et les CIUS, à tout de moins, faisaient un appel de projet? Parce qu'il y avait des projets qui étaient prêts. Il y avait des organismes qui attendaient ces appels de projet, justement, pour financer des programmes. Et je comprends que ça, c'est un enjeu qu'on va aborder lors... Votre temps est terminé, Madame la Merci. députée. Donc, la commission ayant terminé cet échange, donc je remercie les personnes qui y ont participé. Et pour permettre à la commission suivante de poursuivre, je vous demande de quitter immédiatement la salle et puis je vais suspendre les travaux quelques instants.